Voilà, bonsoir à tous. C'était un petit peu dans l'urgence, je suis désolé, j'ai failli avoir du retard, mais c'est tout bon. Donc bonsoir. Ce soir, nous parlons de La Montagne Magique, un livre de 1130 pages. Oui, vous avez bien entendu, 1130 pages. C'est tout à fait ça, ce n'est pas une erreur de diction. Il est paru ce livre en 1924. Son auteur est Thomas Mann et vous le trouvez normalement au prix de 12,50 €, ce qui, ma foi, ne fait pas cher la page. Alors, avec cette vidéo, nous allons commencer un diptyque allemand, avec ici une découverte, enfin ça l'a été pour moi je veux dire, dans le but de cette présentation, suivi d'une relecture. La vidéo de dimanche prochain littéraire n'était pas prévue à cette date, donc le programme sur Twitch n'est pas le bon. J'ai modifié un petit peu en urgence la chose avec la période estivale où il y aura 2 semaines sans vidéo au mois d'août. Les 2 premières semaines d'août en gros, donc voilà, le programme a été un petit peu refait parce que je ne pouvais pas le savoir au moment de le faire. Voilà, peut-être que vous n'êtes pas familier avec ma façon de travailler, mais vous vous doutez bien que pour produire, je n'oserais pas dire autant, mais pour produire en une telle quantité, je suis obligé parfois de prendre de l'avance, à la fois sur mon calendrier et sur le travail en lui-même. Donc là, en l'occurrence, j'avais préparé des choses sans connaître de ce que j'allais faire cet été. Donc il s'avère que j'ai dû un petit peu modifier ça. Peu importe, nous allons parler de littérature allemande, mais de livres on ne peut plus différents. Et donc, comme il se doit, commençons par le premier. Et pour ce faire, par l'auteur et le contexte, vous avez l'habitude. De Thomas Mann, je n'avais lu que les Buddenbrook, chef-d'œuvre publié par un homme qui avait 26 ans à l'époque. En tout cas, c'est un livre, à défaut de chef-d'œuvre, un livre qui m'avait profondément plu. Je connaissais donc l'homme critique de la bourgeoisie, ou en tout cas, pour être plus juste, spectateur du déclin des familles marchandes de la Hanse dans ce 20e naissant ou le 19e finissant, voyez ça comme vous voulez. Mais 1914... et la République de Weimar étant passée par là, c'était l'occasion de peut-être lire un homme en évolution, et donc un artiste en évolution lui aussi, de fait. Alors Thomas Mann est né en 1875 à Lübeck, dans une riche famille de négociants en grains, avec un père consul des Pays-Bas, alors non pas néerlandais, mais représentant du pays, hein, c'est la tradition des proxénoïs grecs, hein, et la tradition habituelle dans cette cité-là, et sénateur de la ville. Et à la mort du père, en 1891, la maison de commerce est dissoute, hein, il n'y a pas besoin d'aller chercher bien loin une inspiration pour les Buddenbrook. Étudiant médiocre à l'université de Munich, il commence à écrire, et il est assez à l'abri du besoin pour pouvoir en faire un métier. En plus de ça, il a une famille, enfin notamment son frère, qui est déjà familier de la chose. C'est vrai que je ne l'ai pas dit, mais la famille Mann est en effet d'abord une famille de marchands, puis sur la durée sera une famille plutôt d'intellectuels, puisque son frère aîné Heinrich sera aussi écrivain, et ses enfants à Thomas Mann seront pour certains de bons écrivains, en tout cas ayant légué un petit nom à la postérité. Bref. C'est donc un artiste libre de son temps, puisque riche, mais il le consacre néanmoins ce temps à l'art, l'écriture et la musique notamment. Il commence les Buddenbrook en 1897 et le fait paraître en 1901, à 26 ans donc, alors qu'il n'a jusqu'à présent été l'auteur que de quelques nouvelles. Premier livre, premier chef-d'œuvre, en tout cas encore une fois à mon goût, nous en reparlerons obligatoirement un jour, à moins que je n'arrête avant mon activité. Il se marie en 1905 avec une femme issue d'une riche famille industrielle d'origine juive. Il améliore donc encore sa situation matérielle et il publie dans la période, disons, d'avant-guerre, d'avant-première guerre mondiale, un grand nombre d'œuvres, dont La mort à Venise, hein, dont on fera le célèbre film par ailleurs.
Alors assez consterné qu'il est par le déclenchement de la Première Guerre mondiale, ça n'empêche pas qu'il est proche de l'idéologie impériale en 1914 et à cette époque bien assez conservateur et anti-moderniste. Il sera aussi en partie ruiné par la guerre et l'inflation qui la suit en Allemagne. Il se rallie au libéralisme au début des années 20, bon, pour plusieurs raisons, hein. De toute façon l'homme est complexe. L'homme dont on parle est l'homme en général, et il devient eh bien, ce que l'on pourrait appeler un vérymarien de combat, puis un social-démocrate, tout en faisant paraître le livre dont nous allons parler, hein, donc La Montagne Magique, en 1924, qui lui permet de retrouver une certaine aisance. Il se découvre aussi, pour ce qui est de sa vie privée, partiellement homosexuel. Cela ne nous regarde pas, comme dirait l'autre, hein. La problématique étant qu'en disant homosexuel, on est gentil avec lui parce que c'est un écrivain à la grande postérité, de sensibilité de gauche, donc on lisse un petit peu les aspérités. Dans les faits, on est plutôt sur de l'ignoble pédophilie incestueuse, heureusement inaboutie. D'ailleurs, il aura 2 fils et une fille homosexuelle. Disons que Thomas Mann avait sans doute trop de dignité et de respectabilité pour avoir l'intention concrète de faire ce genre de choses. Et comme vous le savez, avec les générations, les digues s'effritent, hein, notamment la digue de Nantes à Montaigu. Pourtant, il en avait envie, mais voilà, un homme, ça s'empêche, comme dirait l'autre. Comme beaucoup d'auteurs dont on a parlé jusqu'à présent, en tout cas un nombre certain, Thomas Mann reçoit le prix Nobel de littérature en 1929, c'est ce que vous avez ici à l'écran, pour ses 2 œuvres principales à l'époque, donc Les Buddenbrook et La Montagne Magique, et surtout la première, hein, il faut le dire, malheureusement pour nous, et nos 1130 pages alpines. D'ailleurs, réfléchissez à si vous connaissez la différence ténue entre alpin et alpestre, voilà. J'ai été amené à me poser la question moi-même. Alors fatalement, connaissant son pédigré, il émigre en Suisse en 1933 à la prise de pouvoir d'Hitler. Alors émigration, moi, je crois me souvenir qu'il était en vacances là-bas et qu'on lui conseille gentiment d'y rester. Tous ses biens sont saisis et il se voit déchu de sa nationalité en 1936, qu'il troque d'abord contre la nationalité tchécoslovaque. Alors il n'y a jamais foutu les pieds, hein, mais disons qu'un nom prestigieux permet d'ouvrir bien des portes. Il s'exile ensuite fatalement aux États-Unis en 1938, où il retrouve ses compatriotes exilés et enseigne à Princeton et finira naturalisé américain en 1944, vivant cette American Life en Californie, tout en enregistrant des émissions anti-nazis. Mais, comme le monde est farceur, il se retrouve lui-même en difficulté dans les États-Unis macartistes en tant que personnalité vaguement crypto-communiste, hein, vous savez ce qu'il en est à cette époque-là de la définition de ce qu'est un communiste, et bien entendu il déclamera que les États-Unis deviennent le nouveau national-socialisme, hein, ce qui devrait vous rassurer, ça n'a jamais changé, le nazi c'est l'autre. Le nazisme qui par ailleurs il n'avait pas connu lui-même, mais peu importe. Et il se promène donc par la suite en France et en Allemagne pour prêcher la bonne parole tout en vivant en Suisse à nouveau. Il est un grand nom des lettres, autant bien qu'il est décrié pour sa propension à faire la leçon à un pays qu'il a surtout eu les moyens financiers de quitter, à l'inverse d'autres personnes. Ce qui est ambivalent, hein, comme beaucoup d'artistes fortunés, puisque il a toujours été critique du national-socialisme, hein, c'est clair, on ne peut pas lui imputer un retournement de veste, d'autant plus que sa femme était d'origine juive. Il faut des voix aussi pour porter la critique, peu importe notre opinion, mais c'est évident qu'il est plus facile de critiquer un régime lorsque l'on sait qu'il ne pourra jamais nous atteindre, et d'autant plus qu'il a porté, c'est ce qui lui a été reproché par certains cercles, il a porté des propos assez durs après-guerre sur la culpabilité de son pays, et on peut comprendre que certains Allemands qui ont quand même pas mal souffert, hein, en dehors du front, aient pu un petit peu mal le prendre, puisque de fait, soutien ou pas, vous étiez coincé là-dedans, hein. Donc peu importe, hein, il est incontestable, il a produit parmi les plus grands livres du XXe siècle, si je suis pas spécialement admiratif du personnage,
certains de ces livres sont des classiques et point, hein, en tout cas selon la critique établie, hein, c'est pour ça que je disais que c'est incontestable, puisque vous pouvez le contester vous, hein, bien entendu, mais les gens qui ont autorité sur la question considèrent qu'il a produit parmi les plus grandes œuvres du siècle dernier. Alors quel contexte pour La Montagne Magique, dont vous voyez ici la couverture. Donc on l'a dit, le livre paraît en 1924, alors que Mann connaît une période financière délicate. Pour autant, ce n'est pas un livre de l'urgence, c'est le fruit d'un long travail de plus d'une décennie, après que la propre épouse de l'auteur ait fréquenté un sanatorium à Davos, dans lequel il va séjourner. Et donc c'est en ce sens une expérience que l'on pourrait qualifier de très partiellement autobiographique, et d'ailleurs encore un livre d'après 1918 qui vient nous parler du monde d'avant 1914, hein, c'est une des nombreuses occurrences que nous avons vues. C'est une expérience singulière, un enchantement, une malédiction pourrait-on dire, pour un jeune homme venu visiter un parent et qui se retrouve coincé volontairement, enchanté, dans un sanatorium qui concentre en lui les personnalités et les contradictions de l'Europe vivante, sous tous ses aspects, donc politique, sensuel, éthique, ses régimes, ses philosophies, enfin voilà, tous les aspects de cette société d'avant, cette grande conflagration qui sera connue en 1914. Une expérience de 7 ans pour le héros qui se conclut, en tout cas semble-t-il, par sa mort en plein conflit mondial. À l'aune d'une réécriture de l'auteur, une fois le conflit terminé, conflit pour lequel il s'était trompé dans ses opinions et prédictions, en tout cas c'est ce qu'il pense. Le livre sera un immense succès dès sa parution, ce sera le premier livre traduit en français de Mann, même si il ne sera pas reçu sans critique des deux côtés du Rhin, hein, j'en avais lu quelques-unes, légitimes à mon sens sur certains points d'ailleurs, on y reviendra, légitimes de fait, puisque à cette époque-là, on avait quand même des critiques de haute volée, donc je m'incline, de toute façon elles sont légitimes par principe et par statut. J'en profite aussi pour dire que c'est vrai qu'on a souvent tendance à se plaindre des effets délétères réels et détestables de la mondialisation. Il fut un temps quand même où vous attendiez 30 ans pour que quelqu'un traduise le chef-d'œuvre d'un pays voisin. Hein, pour les amateurs de littérature, aujourd'hui je pense que nous vivons quand même un temps assez béni. Même si d'aucuns feront remarquer que la production littéraire du temps ne vaut peut-être pas toujours qu'on la traduise, mais c'est un autre problème. Eh bien, commençons et parlons un petit peu de ce que raconte le livre, développons un petit peu tout ça. Je vais vous raconter cette histoire et savoir si cette montagne est magique ou pas. Je commence par citer l'auteur. Disons-le toutefois, pour ne pas obscurcir artificiellement des faits limpides, si notre histoire remonte au déluge, c'est qu'elle se déroule avant un certain tournant, une limite qui a provoqué des failles dans notre vie et notre conscience. Vous le comprenez, c'est le monde d'avant la guerre. Hans Castorp, notre héros, est un jeune homme simple de 23 ans qui se rend d'Hambourg à Davos pour visiter son cousin en cure. Il n'est jamais facile, bien entendu, de quitter sa patrie, hein, notamment pour ce jeune homme, tôt orphelin, et bien sûr, Thomas Mann oblige, issu des patriciens marchands de la Hanse. Direction le sanatorium, donc, dans cette étrange atmosphère. Vient ensuite un rapide portrait de notre héros, jeune orphelin donc, bordé à la mort, tutoré sur la gestion d'intérêts qu'il ne connaît pas encore, mais qui forment assez de marques sonnants et trébuchants pour le reste de son existence. Hans, je cite, portait sur les épaules avec aisance et non sans dignité la haute civilisation que la classe dominante vivant dans cette ville démocratique transmettait à ses propres enfants. Il n'empêche par ailleurs que Castorp est un bourgeois médiocre, dans un sens positif, hein, bien sûr, l'honneur est sauf, un homme qui valorise le travail sans l'aimer. Vient l'heure du premier repas et de la découverte des convives. Curieux endroit qu'un sanatorium, on y croise le monde, on doit s'acclimater à l'altitude, on évacue aussi discrètement les morts en bobsleigh s'il le faut, climat oblige. Il subsiste quelque chose de particulièrement étrange, un assoupissement, un malaise, des banquets trop fournis, des crachats sanglants, et il semble qu'en une journée disparaisse la lucidité en altitude. Tout le début
n'est centré que sur le sommeil et la nourriture. D'ailleurs, ça vous rend presque malade si vous êtes hypocondriaque. Même le climat y est dérangé, je cite. Mais le fait est que ici, on a du mal à distinguer les saisons, tu sais. Elles se confondent plus ou moins et ne respectent pas le calendrier. Insensiblement, Hans Castorp se fait au lieu. L'ennui infini, comme on dit, n'est donc en fait qu'un abrègement pathologique du temps ayant pour source la monotonie. Lorsque l'on n'est pas pourvu d'un sens très développé de ce temps, eh bien on perd vite le compte des journées monotones, surtout lorsque bien même les changements sont eux-mêmes en fait réguliers. Notre héros s'en rend compte très vite, se disant que, je cite, cela lui ferait du bien d'échapper au cercle magique du sanatorium. Or que l'on profiterait mieux d'une longue balade dehors que l'on s'accorde si l'on ne se mettait pas à saigner du nez en abondance sans raison. Croire que l'on ne brise pas sans conséquence ce cercle magique et que la montagne finit par happer ceux qui s'y engagent. Dans un sanatorium, propriété de forces inconnues, aux bénéfices bien entendu juteux, où même les médecins semblent être amenés par le hasard, la maladie et la mort et deviennent des patients guérisseurs, des compagnons de souffrance. Je cite l'auteur. Il est heureux qu'une camaraderie rapproche le médecin et le patient, et l'on n'a pas tort de dire que seul un homme souffrant peut être le sauveur et le guide de ceux qui souffrent. Mais est-il possible de triompher vraiment d'une puissance par l'intellect alors qu'on est au nombre de ses esclaves? Peut-on délivrer autrui alors que l'on est soi-même asservi? Peut-être est-ce là tout le problème. Je cite à nouveau, il faut se demander si un homme appartenant à l'univers de la maladie peut avoir un intérêt à guérir les autres. Éternelle question de la médecine, bien entendu. Et de la pharmacologie et de la fabrique médicamenteuse. Hans Castorp commence à ressentir de l'attachement physique au lieu, peut-être même à l'une des pensionnaires, qui sait, puisqu'un tableau ne serait pas complet sans la sensualité, en l'occurrence celle de l'étrange Madame Chauchat et ses yeux félins. Vous m'excuserez la blague éculée. On craindrait presque la fin du séjour et de devoir réactiver le sens du temps, et puis ce séjour n'est pas si désagréable avec par exemple ce monsieur Settembrini, ce pensionnaire italien, modèle du libéral, homme de lettres, libre penseur, avancé et ergoteur patenté. 3 semaines dans le monde d'en haut, cette durée de visite prévue, cela n'est presque rien, on l'avait prévenu, et en sus, eh bien on se sent peut-être presque un peu enrhumé. Or, enrhumé dans la montagne, cela n'existe pas, c'est réservé au monde de la plaine. On est malade, un point c'est tout, et le thermomètre le dit, 37,6 degrés le matin, voilà qui est trop. Je cite. Donc, l'air d'ici est salutaire pour les malades, c'est ce que vous pensez, n'est-ce pas? Et vous avez raison. N'empêche qu'il favorise aussi la maladie, il amène la maladie latente à se déclarer. Et arrive ce qui devait arriver. Pourquoi se faire du mauvais sang? On n'est après tout pas le premier à être venu pour une visite et à rester au sein du sanatorium. Il faut bien simplement se mettre en tête que l'on est devenu un patient. Je cite notre héros. Ce n'est pas tout à fait une surprise parce que je ne me suis jamais senti en excellente forme et quand j'y songe, mes parents sont morts si jeunes qu'on voit mal comment je pourrais me porter comme un charme. Et puis, même à l'été, on n'a pas le temps de s'ennuyer, toujours un repas, toujours une visite entre 2 siestes, et on avale goulûment le temps dont on dispose. Seulement, au bout de 3 semaines à l'été, eh bien, on doit rappeler au médecin que l'on veut retrouver la société des hommes, sinon, Dieu sait combien de temps il nous ferait passer au lit. Et peut reprendre la vie monotone qu'il semble qu'on n'ait jamais quittée. Une fois débarrassé de ceux du monde d'en bas, on en vient même à penser que l'on est maintenant réellement libre, arrivé là-haut. Et il est ensuite satisfaisant de se laisser conquérir par la maladie d'amour, d'attendre un signe, et dans une quête où le temps devient un obstacle, on ne fait en somme qu'attendre. Comme le dit l'auteur, le temps est un don des dieux concédé à l'homme afin qu'il l'exploite. Passe l'hiver dans l'appétit anormal, l'effervescence de l'esprit, et toujours, Dieu soit loué, la fièvre, cette fièvre réelle ou imaginaire qui jamais ne passe, on lit, on physiologise et tout attrait à la vie et ses mystères. Vient Noël, que l'on envisage avec appréhension, mais finalement, eh bien, ces jours de fête, tout cela ne sont que des jours normaux qui se fanent comme tous les autres avec quelques décorations en plus. Alors pour contrer
la déliquescence morale, on décide de rendre visite aux mourants dans des visées thérapeutiques et spirituelles, et voilà que l'on devient le charitable compagnon d'infortune. Hans Karstorp n'y récolte malheureusement que la déception entre flirt par procuration pour poitrinaire, esprits obtus, des morts en sursis qui manquent de la dignité, de la gravité et de la conscience de leur propre sort. L'hiver, eh bien, c'est aussi la saison des distractions et des touristes d'en bas, ceux pour qui la vallée n'est qu'un terrain de sport, et surtout ceux qui se portent bien. On tente, malgré cette déception, de divertir charitablement les malades. On va au cinéma balbutiant, cet art qui déjà repose, je cite l'auteur, sur une bonne connaissance intuitive des désirs secrets de la civilisation internationale qui y assistait, ce mauvais usage de la technique qui engendrait des vues bafouant l'être humain. Le cinéma est une nouvelle rupture dans eh bien, ce monde spatio-temporel, ces images du monde projetées dans l'instant. Je cite, « L'espace était aboli, le temps repoussé, le là-bas et l'autrefois transformés en un ici et maintenant. » Et pourtant, le temps toujours avance. Parfaitement. On avait changé d'année depuis l'arrivée de Hans en altitude pour passer à l'année suivante. La grande aiguille de l'horloge universelle avait avancé d'une unité. Alors ne disons pas qu'il ne se passe rien. On finit même par parler avec l'objet du désir, cette russe mariée à un français, cette Claudia Chaucha, une autre facette du monde, celui qui voit la morale non dans la vertu, c'est-à-dire dans la raison, la discipline, les bonnes mœurs, l'honnêteté, mais plutôt dans son contraire, en s'abandonnant au danger, à ce qui est nuisible, à ce qui nous consume. D'un autre monde, une autre morale, hein, tout ne peut pas s'accorder et la discussion se clôt sur des paroles sibyllines. Qui sait si l'acte est consommé entre le héros et sa proie. Mais toujours, eh bien, je cite l'auteur, le temps progresse pendant la narration, notre temps à nous, celui que nous consacrons à ce récit, tout comme le temps largement révolu de Hans Castorp, et il sous-tend des changements. On rencontre ensuite Settembrini accompagné d'un nouveau personnage, Nafta, pour des discussions alors aussi inaccessibles à Castorp qu'au lecteur, en tout cas à la plupart d'entre eux. Ce Nafta qui est inspiré par Georg Lukács, qui a servi donc d'inspiration, qui est alors qui n'est pas George Lucas, hein, mais qui est un philosophe marxiste hongrois, qui d'ailleurs était, si je ne dis pas de bêtises, noble d'Ancien Régime, mais peu importe. Léon Nafta en sa personne, hein, on entre encore dans ces notions d'archétype du monde d'avant, eh bien il représente lui les intellectuels juifs d'Europe centrale en rupture avec la tradition, toujours à l'avant-garde, vous le savez, du progressisme ou de la réaction aussi, parfois converti, toujours insaisissable, et je cite à son propos notre auteur. D'instinct, comme bon nombre d'intellectuels juifs, Nafta était à la fois révolutionnaire et aristocrate, socialiste et obsédé par le rêve de jouir d'une existence fière et distinguée, privilégiée et légitime. Brouillé avec le chef spirituel de son ancienne communauté religieuse, orphelin, abandonné de tous, très désireux de trouver une atmosphère plus éthérée et d'avoir une existence à laquelle ses dons lui donnaient droit, Nafta était si impatient de se convertir que son découvreur n'eut aucune peine à gagner à sa religion et à son univers cette âme. Bref, un néo-jésuite de santé fragile en retraite montagnarde. Settembrini, lui, toujours libéral, l'avocat de la raison et du progrès, représente d'autres idées du temps, celles où, je cite, les choses prenaient une tournure favorable à la civilisation. En Europe, l'atmosphère générale regorgeait de pensées pacifiques, de projets de désarmement, alors que pour Nafta, il s'agit des derniers sursauts précaires de l'instinct de conservation dont dispose encore vaguement un système mondial qui est condamné. C'est le rationaliste contre le spiritualiste, chacun représente un type et quelque part une domination. Alors toutes ces rencontres sont bien profitables, mais l'on est ici pour se soigner, pas pour se cultiver. Près d'un an s'est écoulé et ce qui rattache au plat pays se fait de plus en plus rare pour notre héros. Encore une belle photo d'un de ces magnifiques sanatoriums. Mais voilà que Pecture, le cousin que l'on était venu visiter, lassé, décide de partir. Joachim Simpson, soldat, le plus positif des personnages, le seul, j'ai envie de dire, l'homme de l'action qui souffre de sa profonde sensibilité, s'en va, mais Hans Castorp, lui, n'a pas demandé à quitter les lieux, il y restera.
Je cite. Avoir parcouru 18 mois ici, en haut, soit le cycle complet et encore la moitié d'une année, s'être profondément intégré en rentrant dans les rails de cet ordre, de ce mode de vie inébranlable qu'il avait expérimenté 7 fois 70 jours à toutes les saisons, et ensuite retourner chez soi, à l'étranger, chez les ignorants. S'ouvre donc la deuxième année entre de nouveaux convives et c'est maintenant Hans Castorp qui est le visité lointain qui, déjà, ne demande plus aux visiteurs les nouvelles du monde d'en bas et de sa famille. On voudrait le ramener, lui faire prendre conscience du temps passé là-haut, mais le temps n'a plus pour lui la même signification, et il s'en faut d'ailleurs de peu, d'un instant de détermination pour que l'envoyé auprès de lui ne reste lui-même piégé. Je cite. Il s'était aperçu en son fort intérieur, et cette idée l'avait horrifié, une fois en bas, de retour au plat pays, après une semaine de séjour en altitude, il trouverait pendant quelque temps fort mauvais, artificiel et illicite, de ne pas faire sa promenade réglementaire après le petit déjeuner et de ne pas s'étendre en plein air, enroulé dans des couvertures, selon le rite, mais de se rendre à son bureau. Et cet effroyable constat avait été la raison de sa fuite. Se poursuivent donc les grandes discussions en forme de bilan de la société occidentale, la mort, la raison, le travail, l'éthique, la religion, n'en jetez plus. Ce sont aussi, n'oublions pas, des hommes malades à tous les sens du terme qui discutent, et tout cela se termine par le constat que ces discours finissent par défendre toutes les positions et leurs contraires, même chez les plus érudits, chez l'éducateur et éclaireur Settembrini, ce prince de l'éthique de la vie, ce pédagogue autoritaire face à Nafta, cet extrémiste hétérogène du temps absolutiste. Deux visions irréconciliables annonçant la lutte à venir en Weimar. Cherchant à capter la solitude plus grande, le silence primitif, voilà notre héros devenu skieur. C'est surmonter l'effroi de la mort que de défier l'élément naturel, cette harmonie de cristallisation dissemblante qu'est la neige, et sa lutte dans la tempête qui viendra est celle de l'homme en déclin face à la maladie. C'est la divagation naturelle du reclus, le temps toujours perdu qui fait revenir au point de départ, comme lorsque l'on cherche à retrouver sa voie dans le blizzard. Je cite. On tournait en rond, on s'exténuait en se figurant que ça servait à quelque chose. On décrivait bêtement un énorme cercle qui ramenait à son point de départ, comme le cours de l'année, autre mystification. Mais même une expérience de ce type n'a que peu de prise là-haut une fois que l'on a survécu, je cite. 1 heure plus tard, l'ambiance fort civilisée de la maison Berghof l'entourait de 1000 soins. Ce qu'il avait rêvé était en passe de se dissiper, ce qu'il avait pensé, il ne le comprenait plus guère, le soir même. Et revient le cousin stoïque, donc Joachim, mis en congé par l'armée, à la santé chancelante, relégué et retranché du monde d'en bas, et les habitudes se reprennent vite ici en haut, hein, le temps n'a pas le temps. Je cite. À dire vrai, sur le plan des sentiments, c'était à présent Joachim qui vivait auprès de Hans et non plus l'inverse. Ce dernier était désormais le pensionnaire de longue date et l'autre partageait son mode de vie pour peu de temps, étant de passage. Or voilà maintenant que le cousin revenu, c'est sa mort qui s'annonce, mort en forme de modèle de domination de soi qui affronte la fatalité avec tenue et martialité. Il vécut à toute vitesse, comme une montre dont le mouvement effectue une dernière rotation vibrante. Il parcourut en un clin d'œil et au galop les âges qu'il n'atteindrait pas dans le temps, et au cours des dernières 24 heures, se transforma en vieillard. Son honneur, son retour dans l'armée, avait en fait signifié sa mort, leçon et métaphore en forme de vieille tragédie de l'Europe du temps. Et enfin s'ouvre le dernier des 7 chapitres. On en vient au moment où l'on ne sait plus pour Hans le temps passé là-haut. Car il est vrai que, je cite, nous n'avons pas en nous d'organes de perception temporelle de notre propre chef et sans repère extérieur, nous sommes absolument incapables de déterminer le déroulement du temps, même avec une fiabilité approximative. Voilà aussi Madame Chauchat de retour, accompagnée cette fois d'un homme, Mynheer Peppercorn, un homme, je cite, singulier, de belle prestance et pourtant équivoque, un homme de largesse, royal dominateur de toutes les agapes, un géant qui fait caisse commune avec l'objet des désirs, un homme étrange qui met les autres en sa poche en vertu d'on ne sait quel droit, sans physique et sans intelligence, et pourtant l'effet est là,
une autre expérience éthique et esthétique pour notre héros, mais qui finit par le suicide de l'inattendu personnage, puisque même cette histoire aura une fin. En attendant cette fin, il faut encore bien laisser s'égrener les jours entre l'Aïda des amoureux emmurés et le tranquille après-midi d'un faune. C'est l'instinct de mort qui plane, la maladie devient alors presque surnaturelle en ces lieux entre spiritisme et télékinésie, qui est cette bascule, ce pont symbolique jeté entre le monde des morts et des vivants. Au bout de toutes ces années, pour tous nos personnages, à l'inertie générale finit par succéder l'irritation, les duels, cette sempiternelle manie de l'ancien monde que tous les auteurs du temps décriaient, cette prison mentale et morale de l'honneur affecté et public. Cela engage jusqu'aux habitués pédagogues, Settembrini Nafta, happés par le climat ambiant. Alors bien entendu, là aussi, tout est symbole, hein, cette tension latente, c'est l'écho bien compris de la période qui précède immédiatement la guerre, et ce, même si, en l'espèce, Nafta finira par se loger une balle dans la tête plutôt que dans le corps de l'adversaire. Et vient enfin le coup de tonnerre. Hans Castorp est pourtant devenu, je cite, un patient sûr, un permanent qui, depuis longtemps, ne savait plus où aller, un homme sans plus ni montre, ni calendrier, un homme qui ne fait plus qu'un avec sa montagne, mais, comme vous le savez, il existe des événements qui peuvent les renverser, je cite. Modérons donc nos expressions pour l'annoncer. Il retentit ce coup de tonnerre dont nous avons tous entendu parler, détonation assourdissante issue d'un funeste mélange d'inertie et d'irritation longtemps amoncelée, et ce coup de tonnerre historique, disons-le avec un respect mitigé, ébranlant les fondements de la terre, c'est, à nos yeux, celui qui fait sauter la montagne magique, et ce, sans le moindre ménagement, en déloge notre héros, ce Loir en pleine léthargie. Mais le Loir maintenant se frotte les yeux, autour de lui s'agitent les passions et la fourmilière finit par fuir vers ce plat pays auparavant honni. Adieu, Hans Castorp, naïf et frêle enfant de la vie, ton histoire est finie, et comme avec Madame Chauchat, au nom bien choisi par ailleurs, pour ceux qui sont connaisseurs de l'armement de ce conflit, eh bien, la consommation de cette fin se fera en coulisses, nous n'en saurons pas plus, elle se fera parmi les millions d'anonymes morts dans la plaine. Alors, pourquoi est-ce que c'est important et qu'en penser? Alors, je me permets avant de faire ça de boire un coup, puisque comme vous le savez, il fait à peu près 80 degrés dehors. Alors, quid de ce roman en 7 chapitres, c'est 7 ans de réclusion en altitude, ce symbole du chiffre 7 présent partout. Le livre dure 7 ans, commence en 1907, il a 7 chapitres, la salle à manger comporte 7 tables, Simpson meurt à 7 heures. Voilà, le chiffre sacré, on n'est pas là pour faire du symbolisme, c'est assez visible et ce n'est pas le plus important. Hop, attendez, je me permets juste de bannir un infâme bot, ce bruit des bots qui nous fait tant peur. Alors d'abord sur l'objet, la traduction est nouvelle. Première traduction depuis 1931, et à l'honnêteté de dire la difficulté d'un tel texte éminemment complexe. Alors pour autant, elle ne m'a pas choqué en mal, mais c'est évident que il faut le saluer, puisque traduire c'est plus de 1100 pages, alors peu importe le format du livre, il est dans le format de poche classique, mais traduire c'est plus de 1100 pages a dû être un travail assez titanesque. Alors il est indéniable que le livre fut un immense succès dès sa parution, malgré, je l'avais dit, des critiques justes sur une certaine froideur de l'objet, d'un espèce de pseudo-modernisme du thème, et il est clair, une fois fermé, que, je peux le dire, je suis passé à côté. Je vous ai mis ici, je pense que c'est une des anciennes éditions, mais en tranche pour que vous voyez un petit peu je pense que c'est une ancienne édition bien entendu, mais en tranche pour que vous voyez un petit peu la dimension de la chose. Alors, c'est un pavé, encore plus que les Buddenbrook, avec un style, il est vrai aussi légèrement suranné, déjà passé en 1924, très fin de siècle, très proustien aussi, j'en reparlerai, traduction ou pas d'ailleurs, c'est même en allemand. C'est donc, vous le comprenez, au fond et à la forme, un livre
très difficile à résumer et circonscrire autant par son volume que par sa profusion. On peut partir dans tous les sens, et l'on est encouragé à la boursouflure avec la facilité que laisse entendre 1000 pages. Et peut-être aussi que la difficulté tient en ce que le livre illustre aussi l'évolution personnelle d'un auteur qui subit une périlleuse évolution idéologique entre 1914 et 1924. Alors comme d'habitude avec Mann, nous avons ce narrateur distant et ironique. Alors en premier lieu, ça a été mon impression vraiment dès les 100 pages terminées, je reprends un petit peu cette idée, mais je ne peux pas dire que j'y sois entré pleinement. Il y a dès le départ quelque chose d'irréel. Est-ce que c'est du réalisme magique, encore une fois, mais quelque chose d'irréel qui a mis une barrière. Il y a dans ces pages-là un malaise qui n'est pas forcément agréable. Il y a quelque chose qui vous met en inconfort, il y a cette malédiction qui plane, ce côté narcotique, hypnose, un mélange de mourants et de faux malades, une étrange kermesse où tout le monde semble s'empiffrer, être bien portant, et pourtant on crève derrière les portes. Et vous avez l'impression qu'on vous retient autant en tant que lecteur qu'on retient le héros volontairement pour lui et volontairement aussi pour le lecteur qui veut bien poursuivre sa lecture. Et pour moi, c'est peut-être l'immense réussite du livre qui justement ne me réussit pas. Il faut comme Castorp, que ce qui semble une contrainte soit en fait réellement accepté par vous, sinon l'œuvre ne sera pas forcément agréable. Il y a un aspect, pour le rattacher à d'autres œuvres, mais il y a un aspect d'Oblomov faustien, je ne sais pas si je me fais comprendre, de désert des Tartares chez les tuberculeux, ou de Kafka enfermé à l'asile Vinatier, à l'asile du Vinatier, qui devient lui-même le rationaliste du groupe. Il est impossible de savoir si l'on guérit réellement les gens dans ce sanatorium. Il est très difficile d'y saisir quoi que ce soit, des hommes et des âmes, en tout cas au départ, et du coup était installé pour moi, dès le début de l'œuvre, un sentiment de blocage. Le roman est aussi très nettement parcouru d'idées, disons, androgynes, pour rester courtois. Il est évident que la séduction de Madame Chauchat est un écho à la séduction adolescente du jeune Hippe que Hans projette. Non pas que ce soit problématique, hein, chacun ses désirs, mais ce que je veux dire par là, c'est que c'est à l'image du livre, il y a cette ambivalence qui n'est pas que le choix de ne pas choisir, mais c'est aussi la limite de l'auteur qui ne sait pas ou ne peut pas tout dire. Pourtant, comme tous les immenses auteurs, ou en tout cas les auteurs de talent, il y a de belles phrases, il y a un beau livre, le livre est long, il a des défauts, certains, mais il faut reconnaître que Mann, même avec cet embarquement difficile, comme Proust d'ailleurs, je peux comprendre que commencer Proust soit très dur, eh bien une fois qu'on est embarqué, ça a tangué, ça se sirote quand même tout seul, hein, c'est de la navigation tranquille, j'ai dû me forcer parfois presque à prendre des notes, parce qu'on est pris dans la lecture, même sans être pleinement parvenu à y entrer. En tout cas, jusqu'à 800 pages, après je dois reconnaître que le mal de mer finit par s'installer et la traversée peut devenir pénible. Le narrateur, je parlais de Proust, le narrateur est extérieur et son ironie n'est pas la même que chez Proust. Mann a tendance à vouloir faire passer des idées didactiques, là où Proust va surtout éveiller des sensations personnelles. Il y a quelque chose du précepteur et de l'homme avide de convaincre, là où Proust, à mon avis, est plus un peintre qui dresse devant nous son tableau. Et pour autant, la parenté des deux créations est claire, hein, dans l'étude du temps, dans la forme composite, et aussi une tendance assouvie ou non à l'antiphysique, hein, au point où on a pu se demander si inspiration est lue, ce qui est littéralement impossible, puisque Proust n'a techniquement jamais pu lire les Buddenbrook en français, et puis il était mort au moment de la parution de La Montagne Magique, même en allemand, et de son côté, la recherche sera traduite plusieurs années après La Montagne Magique en allemand, donc voilà, c'est tout à fait impossible. Par ailleurs, par ses passages en français, le livre montre que l'auteur maîtrise bien la langue, mais pas parfaitement non plus, et n'a pas un niveau suffisant pour
en retirer un tel plagiat qui de toute façon, enfin plagiat, je dis une bêtise, inspiration qui de toute façon n'a jamais pu avoir lieu. En tout cas, il y a une similarité intéressante entre les deux. Je pense que pour les gens qui ont lu les deux ou qui liront l'un après l'autre ou ce genre de choses, ils pourraient trouver eh bien quelque chose d'assez similaire sur la forme et le fond, et notamment parce que la montagne magique a comme réflexion principale le temps, sa dilatation et son rétrécissement, son rapport intime avec nous, dans sa réalité, aussi dans son ressenti, et l'incapacité finale à le délimiter et le définir. Je cite l'auteur: peut-on raconter le temps même tel qu'il est, en soi et pour soi? En vérité non, ce serait une folle entreprise. C'est une des occurrences le temps les plus présentes dans l'œuvre, explicitement et implicitement. Vous avez ici à l'image le Berg Hotel Schatzalp, qui est le Berghof de Man, qui est un hôtel construit en 1900 pour les tuberculeux fortunés, dont on n'a pas parlé, mais qui est presque en lui-même l'un des personnages du livre, c'est vrai. Et donc voilà, on a un double roman du temps d'avant la guerre et du temps comme tel, de la durée pure, de ses variations. On a parlé aussi de Bildungsroman, de romans de formation. Peut-être peut-on prendre Castorp pour un tel personnage, c'est une quête, c'est une ascension à tous les sens du terme, du mystère de la vie. Et en ce sens, c'est peut-être aussi une parodie de ce roman de formation, très certainement, et Hans Castorp est au premier degré l'homme simple et curieux qui embrasse les expériences qui se présentent, donc la maladie et la mort, et une parodie qui pousse le genre à un paroxysme pour montrer en fait les carences de la pédagogie, puisque Hans Castorp est à la fin, malgré toute cette formation, tout autant un être imparfait et inaccompli qu'avant de monter là-haut. Il est évident que c'est un parcours d'un jeune homme face à lui-même et aux autres, et surtout face à la mort, mais ça ne devient in fine que une somme ou une soustraction d'impressions contraires. C'est aussi une autre forme d'exil et de roman carcéral en fait. C'est un livre du tout et du pas grand-chose, c'est ce qu'on lui a reproché d'ailleurs à sa sortie. Encore une fois, j'avais parlé de la justesse de certaines critiques que j'ai pu lire et à l'époque, critiques du temps, avec lesquelles je suis assez d'accord. C'est un déversoir total du tout, qui est envisageable de mille façons. Alors, on peut aimer ou pas. Moi, je reconnais que je n'ai pas été particulièrement touché. Et je pense pas que malgré sa densité, ce soit réellement un livre à exégèse. C'est par le rien, finalement, ce qui est très proustien aussi, qu'on arrive au tout, par de petites touches, des phrases, pas finalement par des grands événements, et l'on aboutit toutes ces grandes questions du temps, de la maladie, de la mort, de l'amour, de la souffrance. Et peut-être aussi, bien que c'est un moyen de dresser le panorama d'ensemble d'une société qui n'existe plus, un pont bâti vers cet ancien monde, comme pouvaient l'être d'ailleurs les Buddenbrook. Le déclin de la société des gens d'en haut répond finalement au déclin d'une famille qu'on avait dans cette œuvre précédente, déclin d'une société occupée à ne rien faire ou occupée à des jeux innocents alors que la paix du monde d'en bas est en jeu. Mais cette fois, c'est un déclin qui se joue dans le milieu de cette mort et maladie mondaine et non plus dans le milieu du commerce de la Hanse. C'est sans doute une radiographie, vous me permettrez le mot volontairement choisi, d'une société en déclin, déclin des gens d'en haut et de leur vie factice, engoncés dans des activités sans but, une société de malades gagnée par une espèce d'activité frénétique et une inertie tour à tour. C'est aussi une réflexion sur l'égoïsme de la mort dans cet endroit, mais aussi ailleurs, dans cet endroit si particulier où il est partout et où personne ne peut être au courant de ce sort qui pourtant les guette. Je cite: nous cohabitons avec, à notre porte, des mourants et leur atroce chemin de croix, et non seulement nous faisons comme si ça ne nous regardait pas, mais par-dessus le marché, on nous ménage et on nous protège pour nous éviter à tout prix d'être au courant et de voir ça. Bien entendu, c'est une réflexion qui s'applique à ce milieu particulier, mais à la vie en général, quand vous réfléchissez à la mort, surtout sans doute à notre époque, qui a un rapport très délicat avec cette dernière. Je ne vais pas rentrer dans des débats d'éthique et d'esthétique, je suis un homme simple, je suis un simplet, que les hauts esprits dépassent, et je préfère que l'on parle à mon cœur qu'à mon esprit, je reconnais. Que le livre oppose des personnages tout à fait savants sur la métaphysique et la théocratie,
sur la paix, sur la justice, j'en doute pas, hein, mais cela va au-delà, à mon sens, de ce qu'achève l'auteur. Ça le rend bien trop didactique et somme toute parfois assez assommant, hein, il faut le dire. Après, nous n'y pouvons rien si l'homme s'entête avoir des erreurs de 1914 à rattraper et devait tenter de se justifier. Et Dieu sait qu'il le fait avec un talent certain sur le fond, hein, c'est un homme très érudit. Dieu sait aussi que c'est assez pénible sur la forme quand même à lire certaines fois. Moi je comprends la séduction, la répulsion de la mort, je comprends la mystification du temps et à titre personnel mon voyage s'arrête là, hein. Tout ce qui tourne autour des débats de cet Ambrini, ce franc-maçon qui a trahi la mystique, et de Naphtha, cet inquisiteur, ce néo-inquisiteur, ces deux chasseurs d'âmes qu'ils sont pour les grandes organisations du monde qu'ils représentent, la volonté de le dominer, ce qui reflète sans doute le débat intérieur de Man à l'issue de la guerre, hein, tout ce débat politique, idéologique et compagnie. Bon, tout ça, moi, je ne me prononce pas là-dessus, ça me dépasse largement et ça ne m'a pas passionné outre mesure. Mais bon, ça reste évident et transparent que c'est un panorama de l'avant-guerre, de ces hommes et de ces idées, de la curiosité, de l'inquiétude que génère le monde, du progrès, de l'ignorance, voilà, tout ça. Alors, objectivement, à mon sens, en termes de lecteur, de lecture, préférez-lui les Buddenbrook. La Montagne Magique est un livre difficile, qui plaira moins, et ce serait dommage d'être, en tout cas de commencer par ça, et d'être déçu après 1100 pages d'efforts. C'est certes un pilier de la littérature, à qui l'on peut donner, en tout cas au 20e, hein, mais à qui on peut donner 1000 caractéristiques et qualités, mais je pense vraiment, et peut-être que je me trompe, que la majeure partie des gens ne pourront pas apprécier la lecture, à moins d'être un lecteur chevronné, capable éventuellement d'avaler une déception de 10 ou 15 jours perdus à lire un livre, au cas où il ne vous plaise pas, hein, j'entends, et ce serait dommage parce que ça peut t'inciter à ne pas en lire d'autres. Voilà. Moi je veux pas me jeter des fleurs, c'est pas le sujet, mais je suis pas un mauvais lecteur, mais j'ai vraiment lutté pour aller au bout, je l'avoue. Franchement, je n'ai rien à vous vendre, hein, vous le savez, je suis là pour être sincère quant à mes goûts et si plébéien fût-il, mais voilà, faut avouer, on s'emmerde un peu, et puis mon rôle, enfin je sais pas si c'est mon rôle, mais en tout cas ce que je crois être en partie l'idée derrière cette chaîne, c'est de faire découvrir et faire et donner des idées de lecture et donner mon opinion pour, si les gens lui accordent du crédit, orienter peut-être leur lecture. Voilà. Il faut dire que, par exemple, le personnage principal, c'est sans doute une volonté, il est assez fade, il est écrasé par ses compagnons, et c'est assez difficile de rendre agréable un personnage victime de cette aboulie qu'on nommera enchantement. Voilà, c'est trop de discours pour apprendre, trop de phrases pour nous faire patienter. Peut-être aussi est-ce une leçon sur le temps, hein, que la lecture en elle-même, hein, et le temps qu'on y passe. Mais voilà, et je reviens pas sur l'aspect magique par ailleurs, on en a parlé il y a trop peu de temps avec Garcia Marquez. Mais voilà, pour autant, chaque lecture en détermine une autre, hein. Il y a toujours des choses à apprendre, hein. Tout est une progression de notre connaissance, des liens secrets, mais quitte à choisir un livre de l'auteur, en tout cas mon étape de sa lecture, là où j'en suis, entre les deux, préférez-lui les Buddenbrook, que j'ai trouvé pour le coup être vraiment un livre grandiose, et qui est la principale raison de l'octroi de son prix Nobel, et qui pour le coup me paraît justifié dans l'esprit du temps et de ce qu'est l'auteur, auteur plutôt orienté social-démocrate et compagnie, donc c'est naturel qu'il soit récompensé. Voilà. Comme d'habitude, nous en terminons par une phrase et une note. La note sera bien entendu de 1134 sur 10, hein, je pense que ça assommera la plupart des lecteurs inhabitués à la chose. Et pour la phrase, bon, j'ai été obligé de la citer, c'est sa formule la plus connue, celle qu'on retient, et je la cite: bien écrire, c'était déjà presque bien penser, et bien agir n'en était pas très loin. Alors vous trouverez différentes traductions de cette phrase, puisqu'elle est généralement tirée de la traduction ancienne. Elle peut varier un petit peu sur la forme, mais l'idée reste là. Et je ne crois pas que ce soit tout à fait vrai, mais je pense qu'effectivement,
l'inverse me paraît difficilement prouvable aussi pour autant. C'est-à-dire que si l'on écrit mal, je pense qu'il est difficile de bien penser, et je pense que quand on pense mal, il est difficile de bien agir aussi. La phrase est extensible à l'infini sur ce qui est bien entendu bien écrire, bien penser, bien agir. Hein. On se comprend, ça n'est pas une sentence définitive et un arrêt prononcé par une cour et un jugement définitif des gens. Mais l'idée, à mon sens, est assez juste quand même. Il me paraît difficile de prendre la chose à rebours. Alors, pour ce qui est du programme qui nous attend par la suite, eh bien, écoutez, mercredi, donc créneau normalement réservé à la réception qui sera vide puisque je n'ai personne. À partir de là, je vais voir comment je vais combler la chose, sans dire que ce sera une surprise, puisque bon, on va mesurer les mots quand même. On va voir, je suis en train de préparer quelque chose éventuellement avec Ziglo, peut-être une coopération, un jeu en multijoueur sur Total War Attila. Alors, j'ai un sentiment ambivalent par rapport à la chose, puisque, bon, encore une fois, le jeu vidéo est quelque chose que je pratique pas énormément, et ça me... Même si j'aime beaucoup ça par ailleurs sur certains jeux, là n'est pas le sujet, mais ça me dérange d'avoir à le faire, non pas pour ma détente, mais pour la chaîne. D'un côté, je valorise beaucoup la participation de la communauté à la chose, donc si je dois le faire, ce serait avec quelqu'un, c'est quelque chose qui me paraît mettre un petit peu de baume à mon petit cœur. Vendredi, nous entamerons, alors pour le coup là avec un certain plaisir, une nouvelle partie multijoueur. Donc après Europa Universalis 4, nous passerons sur Crusader Kings 2, donc nous retournerons en plein Moyen-Âge comme l'an dernier. Et puis donc dimanche prochain, bouleversement du programme, puisque c'était un créneau de réception, et bien du coup c'est heureux puisque je peux le remplacer par eh bien, une occurrence d'un livret au lit. Et nous parlerons eh bien d'un livre très ancien, nous parlerons de Simplicius Simplicissimus, et nous parlerons à nouveau de l'Allemagne, mais dans un cadre bien différent, et j'espère que ça vous plaira aussi. Voilà. Eh bien écoutez, une vidéo finalement assez longue, ma foi ça fait du bien parfois aussi, puis il y en aura d'autres. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire sur Thomas Mann, en tout cas de ce que j'en sais, de ce que j'en ai pensé, de ce que j'ai retiré de ce livre-là. J'espère que ça aura pu vous plaire, que ça aura pu vous aiguiller sur certains choix, vous laisser tenter ou pas, selon ce que j'ai pu en dire. Et puis écoutez, je vous souhaite un excellent début de semaine, on se retrouve mercredi, et d'ici là, eh bien, portez-vous bien.